Alors, le contexte que je vais poser assez rapidement est celui d'une situation assez particulière. Et je présente mes excuses à la tribune, beaucoup de choses vont se passer derrière vous. Une situation particulière puisque c'est une collaboration qui a été initiée avec le RAID et l'Université de Toulouse. Oui, je viens de l'Université. L'affichage n'est pas excellent. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être être mangées. Bon, c'est pas grave. L'Université de Toulouse, donc j'espère que mon accent ne vous pose pas trop de problèmes. Et donc, où on a monté une plateforme qui s'appelle Radicalité et Régulation avec sociologues, psychologues, cliniciens, psychologues sociaux, informaticiens, juristes, etc., pour s'occuper de ces questions-là. Et là-dedans, donc, j'ai entamé il y a plus de 6 ans, début 2012, une collaboration avec le groupe de négociation du RAID sur l'optimisation des techniques de négociation dans les situations d'intervention en violence extrême. Donc, ce sont des situations particulières, voilà, où, vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec ni l'entretien clinique, ni l'entretien non directif de recherche, puisqu'il s'agit de ce que je définirais comme un échange de paroles dans une interdépendance relationnelle et dans un objectif de prise de décision pour éviter de commettre l'irréparable, en préservant au maximum l'intégrité physique et psychologique de tous les acteurs, y compris du sujet qui, pour des motifs criminels, idéologiques ou émotionnels, s'est engagé dans une conduite présentant une menace pour autrui ou pour lui-même. Donc une situation assez particulière, au départ qui ne concernait pas du tout les phénomènes terroristes et radicaux, mais qui le sont devenus, vous imaginez bien, notamment après 2012 et surtout d'ailleurs après 2015. Donc, d'où l'explication du pourquoi la rhétorique avec Mohamed Merah, parce que c'est à l'heure actuelle l'un des seuls cas de négociation qu'on a. Alors, je citerai un certain nombre d'exemples que j'ai tirés parce que cette négociation a été rendue publique, dans des conditions d'ailleurs un petit peu glauques, mais comme ça a été rendu public, je pourrais diffuser un certain nombre de choses que je ne fais pas habituellement. Donc, par rapport à ces conditions, à cette situation, à ce contexte, nous avons un certain nombre de questions qu'on se pose. Donc, le cadrage des séquences de la négociation, est-ce que les négociations sont séquentialisées? Y a-t-il une récurrence dans les thématiques? Comment se gèrent les émotions? Comment se développent les influences réciproques entre le négociateur et le sujet qui a motivé l'intervention du RAID? Et puis est arrivée la question du discours radicalisé. Et cette question de discours radicalisé va donc être traitée pour nous en fonction de techniques d'analyse de discours. Donc avec un véritable intérêt pour la matérialité discursive elle-même, mais sur des techniques qui vont avoir recours à la statistique et à l'informatique. Alors ces techniques qui sont finalement pas si complexes que ça, mais quand même un petit peu, ce sont des techniques qui permettent de cartographier le vocabulaire, qui permettent de dresser des profils de locuteurs, qui permettent d'extraire des séquences significatives, qui permettent d'établir des classes entre des différents types de lexique. Et donc, lorsqu'on prend ce corpus-là et qu'on l'analyse avec ces techniques, on a des choses splendides comme ça, c'est-à-dire des gros tableaux statistiques. Alors, je ne vais pas développer, analyser ces tableaux. La seule chose que je vais très vite vous montrer, c'est qu'il y a une grosse partie de cette analyse qui ne concerne pas du tout la radicalité. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter à l'article que nous avons écrit avec Christophe Baroche sur la négociation policière de crise. Donc, Christophe Baroche est l'ancien psychologue dans le groupe de négociation du RAID. Il y a travaillé pendant 17 ans. Mais pour aujourd'hui, donc, je vais m'intéresser à ce vocabulaire-là qui apparaît en rose sur les graphiques. Vous voyez, Allah, France militaire, Afghanistan, Pakistan, français musulmans, c'est-à-dire un vocabulaire particulier qui traduit, comme le disait Gérald Bronner, alors là, tout le bas de ma diapo est un petit peu mangé, ça doit être le passage de PC à Macintosh, mais l'aptitude de certains individus à sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux, leur carrière professionnelle, leur existence même, au service d'une idéologie. Et vous voyez que ça nous permet, cette définition nous permet d'éviter le terme de radicalisation et même de radicalité. Et donc, par rapport à ça, on peut extraire ce vocabulaire-là et le réanalyser avec les mêmes techniques. Et nous avons donc un certain nombre de réseaux lexicaux sur ce vocabulaire qu'on peut interpréter comme un vocabulaire idéologiquement radical. Et ces réseaux sémantiques peuvent être analysés notamment à l'aide d'une grille de lecture qui a été proposée dans les années 80 par Willem Doise, psychologue social à Genève, dans l'école de Piaget. Et donc, Doise donne 4 niveaux d'explication et on retrouve à peu près ces 4 niveaux dans cette analyse-là. Le premier niveau, c'est celui de l'individu. L'individu, alors on a beaucoup posé la question, est-ce qu'il y a un lien psychopathologique entre un lien de passage à l'acte radical?
Peut-être que c'est sans doute que ces états généraux vont nous permettre d'y voir plus clair dans 3 jours. Je sais que ce soir même, Marc Saint-Gemant va intervenir là-dessus. On a une session là-dessus samedi matin aussi. Donc toute cette question du lien entre radicalité et psychopathologie va être posée. Pour moi, j'en resterai à ce que disent Marc Saint-Gemant ou Nicolas Estano, qui dit souvent qu'il ne faut pas confondre la folie de l'acte avec la folie de l'acteur. Et j'en resterai là pour ne pas aller peut-être plus loin dans ces questions-là que je ne maîtrise pas trop, mais parler par contre de raisonnement. Il y a un raisonnement qu'on retrouve assez souvent chez les radicaux, en tout cas qu'on retrouve dans ce discours-là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Farhad Khosrow-Khavar appellerait l'humiliation, ou qu'en psychologie sociale on peut appeler la privation relative, c'est-à-dire la distance qui existe entre ce que j'ai et ce que je devrais avoir. Lorsque ma distance perçue entre ce que j'ai et ce que je devrais avoir est grande, elle peut devenir motivationnelle pour la réduire. Et à ce moment-là, pour la réduire, je peux soit m'engager dans une augmentation de moi-même, dans un projet de carrière, ou dans des actes prosociaux, mais je peux aussi m'engager dans des actes antisociaux et des actes de délinquance. Du coup, la question qui se pose là, c'est de savoir si c'est prédictif du passage à l'acte délinquant. D'autre part, cette humiliation ou cette privation collective peut s'exercer à un niveau individuel, ce que moi j'ai par rapport à ce que je serais en droit d'avoir, mais peut aussi s'exercer à un niveau collectif, ce que mon groupe a par rapport à ce que mon groupe devrait avoir. Et bien sûr, là, ça va dépendre de la force de l'attachement à ce groupe. Mais on peut prédire que s'il y a une conjonction entre une humiliation, une privation relative vécue à un niveau individuel et à un niveau groupal, on a un prédicteur de radicalisation. Ce qui ne veut pas dire de passage à l'acte violent. Je parle de radicalisation politique, idéologique, mais je vois Cécile Rousseau qui était venue à Toulouse nous expliquer qu'au Québec, il parlait de radicalisation menant à la violence et qu'il n'oubliait pas le menant à la violence parce qu'on travaille vraiment sur le passage à l'acte violent et que toute radicalisation n'est pas prédictive de violence. Ça a été dit hier, ça a été dit ce matin, pas la peine que j'y revienne trop. Donc des processus mentaux qui nous sortent simplement de la psychopathologie pour nous amener finalement à l'exacerbation de processus relativement normaux et quotidiens. La deuxième chose qu'on peut envisager, c'est le niveau des interactions. Les individus ne sont pas isolés, ça a été dit hier, ça a été redit ce matin, même les supposés loups solitaires, et Nicolas vient de le dire, sont dans des dynamiques de groupe. Hier, on avait un Marc Ecker qui nous disait que la plupart des condamnés étaient condamnés pour association de malfaiteurs, ce qui montre que la justice elle-même ne s'y trompe pas, on est bien dans des phénomènes collectifs. Et Bonelli et Carrier nous ont montré que les milieux familiaux étaient importants. Alors, effectivement, la question des milieux familiaux se pose. Il y a la question des fratries, je ne vais pas y rentrer, mais Fethi Benslama l'évoquait ce matin. Il y a beaucoup de fratries dans les passages à l'acte terroriste. Là, j'en ai quelques exemples. Aux États-Unis, il y en a encore plus. Donc, il y a quelque chose à chercher, même si, effectivement, à l'intérieur des mêmes fratries, certains ne vont pas suivre la même dynamique. Cette question-là est quand même importante. Donc, ça, ce sont les réseaux, fratries, familles, les réseaux de quartier, tous les voyages initiatiques, tout ça contribue à la question des interactions. Il y a aussi la question des prisons. Je sais qu'une session y sera consacrée. La radicalisation vient-elle des prisons ? Céline Béraud a écrit un rapport là-dessus qui est extrêmement illustrant sur le rôle réel et les fantasmes à propos de la prison. Il y a la question des réseaux sociaux numériques, ça a été un petit peu évoqué. Est-ce qu'on connaît finalement des passages à l'acte après avoir visionné des vidéos sur YouTube direct ? Je suis en train de faire paraître un article qui s'appellera « Les mythes de l'irradicalisation. Internet est-il le chemin de Damas ?» avec le double sens de chemin de Damas. Et où on pense qu'effectivement, Internet n'est pas le chemin de Damas au sens de la conversion de Saint-Paul, mais qu'Internet peut accompagner un certain nombre de choses. Mais là aussi, il faut remettre les choses à leur juste mesure, et ne pas revenir dans des modèles qu'on appelait à une époque hypodermiques, c'est des modèles de contamination. On parlait de ça à l'installation de la télé dans les années 1950. Et 50 ans ou 60 ans de sociologie et de psychologie sociale ont montré que ça n'était pas aussi simple que ça et qu'il n'y avait pas de modèle de contamination directe du produit de communication vers le sujet. En revanche, d'ailleurs, Mohamed Merah lui-même dit dans sa négociation, il parle énormément, vous savez que c'est une négociation qui a été très très longue, et il dit beaucoup de ce qui a été sa trajectoire. Et Internet n'y figure pas. Internet va figurer vers la fin lorsqu'il dit qu'il a filmé et qu'il va diffuser. Il va diffuser pour des fins de propagande. Donc Internet est un outil de ressources, de propagande, pas forcément de prosélytisme et de conversion. Du coup, troisième
aspect qu'on peut étudier à propos du discours, là par contre qui est un discours radical, la question de l'identité. La question de l'identité qui peut être traitée à différents niveaux, au niveau des catégories sociales, c'est-à-dire que très souvent on trouve chez les radicaux une construction du nous-eux exclusive, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous est assez conscient de la multiplicité de ses appartenances. Nous avons des identités multiples. Et l'un des phénomènes radicaux, c'est quand ces idées multiples s'effacent au profit d'une identité qui va devenir envahissante et exclusive. Et que toute relation à soi, à autrui, à la société, à l'univers va passer au filtre d'une seule identité. Et ça, on va le retrouver chez à peu près toutes les formes de radicalisation. Il y a 3 ans, je disais, on peut le retrouver y compris chez les véganes, et je commençais à prédire qu'il y aurait des radicalisations chez les véganes, et à ce moment-là, je me suis fait un tout petit peu rire au nez. Là maintenant, on rit un petit peu moins parce qu'on dit effectivement, cette identité qui devient exclusive, c'est-à-dire qu'on cherche chez l'autre s'il partage ou pas une identité, les autres n'étant pas pertinentes, devient aussi prédictif de radicalisation. Encore une fois, je ne dis pas de radicalisation menant à la violence. Là, le passage à l'acte, je vous laisserai le gérer. Sur ces identités, à partir de là, vont se construire un certain nombre d'imaginaires, et dès qu'il y a des imaginaires, il y a la création, et ça, Farhad Khosrow-Khavar le décrit très très bien, la construction du juif imaginaire, la construction de l'Occident imaginaire, la construction de l'image des musulmans pervers, des apostats, etc. C'est intéressant de voir que c'est une constante dans tous les mouvements de radicalisation. On est en train de travailler avec mon collègue Pierre Ratineau sur une analyse assez profonde des premières assemblées nationales révolutionnaires de 1789 à 1794 et de comparer les radicaux et les modérés à l'Assemblée nationale, d'abord à la constituante, à la législative et puis à la conventionnelle législative constituante. Et on retrouve les mêmes principes. Les radicaux sont ceux qui construisent des imaginaires, alors d'ailleurs pas forcément délirants, parce que la menace existait, menace interne et menace externe existaient, mais c'est ceux qui vont le plus construire leurs discours et leurs actions sur ces formes d'imaginaire. Hier, Richard Rechtman, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention, disait que les terroristes ne se définissent pas comme terroristes. On a une différence avec ce type de terrorisme djihadiste-là. C'est qu'eux se définissent comme terroristes et utilisent l'une des sourates du Coran pour dire, alors là je cite Mohamed Merah, le terrorisme est une obligation. Allah il dit quoi dans le Coran? Préparez tout ce que vous avez comme cavalerie afin de terroriser les ennemis d'Allah et vos ennemis. Tous les, alors là il y a un mot en arabe que je n'ai pas compris, terrorisez-les, nous sommes des terroristes. Donc ils revendiquent ça comme identité, mais au nom d'un texte fondateur. Bien sûr, ces identités se construisent dans le sujet par sa socialisation et par sa fréquentation des groupes, et socialisation relativement classique, on l'a dit hier et je retrouve ça assez souvent, mais ça se construit aussi par le regard des autres, et notamment par le regard des groupes dominants, c'est-à-dire que la personne construira une identité d'autant plus forte que son groupe sera stigmatisé. Donc toutes les actions, tous les discours de ciblage de groupe et de stigmatisation de groupe vont dans le sens de la création d'une identité qui va être une identité vécue comme déviante. Et à mon avis, l'une des tâches qu'on peut avoir, c'est de faire passer de cette identité de la déviance à la minorité. C'est-à-dire dire aux gens, vous avez une vision minoritaire, parce que cette vision est minoritaire, mais pour autant, pourquoi se mettre dans la déviance et comment apprendre aux gens à passer de la déviance à la minorité? Ça, c'est un programme qui serait un programme de réinsertion qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre et qui va à l'encontre de tout ce qu'on a dit tout à l'heure de visée politique. Dernière chose, la question de l'idéologie. Donc c'est mon 4e I, vous avez vu qu'il y avait des individus, des interactions, des identités, et là maintenant on a des idéologies. Alors bien évidemment, à propos d'idéologie, on a l'islam qui arrive tout de suite à la tête, mais à l'esprit, mais je voudrais préciser que ce n'est pas forcément la question de l'islam en tant que telle qui va être la plus prégnante dans ces questions. On l'a dit hier, et là aussi Richard Rechtman disait il y a un projet politique derrière les radicalisations. Et c'est vrai que nous, notre question, c'était de savoir, en tant que négociateur, est-ce qu'on devait rapprocher ces événements-là, ces sujets-là, plutôt à des forcenés, à des preneurs d'otages, à des suicidaires à haut niveau de dangerosité? En fait, ça ne ressemble pas du tout à ça, à aucun des deux. Ça ne ressemble pas à des forcenés, ça ne ressemble pas à des preneurs d'otages, ça ne ressemble pas à des suicidaires. Par contre, ça ressemble à du discours politique. Et ce discours-là,
qui se manifeste particulièrement, c'est du discours à forte tonalité politique. Ce sont des engagés politiques. Et donc, à partir de là, il faut les traiter comme ça et ne pas fuir dans la doctrine islamique, mais prendre en compte le rejet d'un certain nombre de valeurs qui sont celles identifiées comme celles du groupe dominant. C'est-à-dire que ces gens-là ont conscience d'être dans un groupe dominé, face à des valeurs dominantes, et entament une lutte contre ces valeurs dominantes. Et les remettent en cause de façon radicale, remettent en cause la question de la liberté, remettent en cause, vous ne le voyez pas là, mais il y a liberté ou liberté d'expression, à mort, quoi, go to hell. Donc c'est vraiment l'idée, vos valeurs principales, la liberté, la démocratie. Ce que disent la plupart, c'est quoi votre démocratie, hein, c'est une voix égale une voix, donc le plus stupide est équivalent au plus savant, et donc vous avez quoi? Vous mettez au pouvoir des gens qui vous dirigent et qui sont des incompétents et des corrompus. Nous, on veut un État islamique dans lequel ce seront des savants éclairés qui vont choisir qui pourra nous créer une société plus juste et plus égalitaire. J'ai dit ça à des étudiants l'autre jour. En face de moi, j'avais une jeune fille qui a commencé à se décomposer. Je lui ai dit, ça va, mademoiselle? Elle m'a dit, ouais, mais ça tient vachement à la route, leur truc. J'ai dit, bah oui, ça n'est pas délirant. C'est un discours, et c'est un discours politique. Donc il faut le considérer comme tel et le prendre comme ça. Une chose que j'aime bien, moi, c'est reprendre la sociologie d'Edward Hall, qui disait il y a des cultures à contexte faible et des cultures à contexte fort. Les cultures à contexte faible, c'est nous qui croyons très fort au développement personnel, à la responsabilité personnelle, à la liberté de l'acteur, à son autonomie, et qui faisons beaucoup pour notre propre développement personnel. Et prends-toi en main, c'est ton destin. Et les contextes forts, c'est beaucoup plus la tradition, l'appartenance, le collectif. Et lorsqu'on a un négociateur et un sujet qui ne sont pas sur le même contexte culturel, il y a une incompréhension de base qui fait qu'à un moment donné, même les techniques qui peuvent être des techniques d'engagement pour le coup, hein, des techniques qu'on peut appeler de manipulation, ne marchent pas parce que ces techniques mobilisent des normes dominantes et que ces normes dominantes ne sont plus acceptées par les sujets. Donc ces techniques ne marchent plus. Donc il faut en trouver d'autres. En conclusion, je voudrais donner quelques apports, quelques limites. Alors, vous ne voyez que les limites. Les limites, c'est un certain nombre de choses rapides. Le discours dominant, on l'a vu hier, hein, comprendre et excuser. Bon, comprendre n'est pas excuser, je crois qu'on est à peu près tous d'accord, et sans réactiver ce que faisait Gérald Bronner hier, cette phrase d'un ex-premier ministre, dire que c'est quand même toujours un petit peu latent, cette histoire-là. Et ça prend d'autres formes, puisque à l'heure actuelle, plus personne n'oserait le dire comme ça prend d'autres formes, mais ça existe encore. Hein, ça existe encore avec notamment la question, est-ce qu'il faut vaincre ou convaincre, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on a un discours de guerre contre le terrorisme, ou est-ce que notre rôle, c'est de convaincre et de réinsérer des gens. La question de la rencontre de la folie et de l'islam, hein, qu'est-ce que c'est que la radicalisation? C'est simple, c'est quand l'islam rencontre la folie. Et voilà, ça y est, on a réglé le problème. On vient de voir que c'est ni une question de folie, ni une question d'islam, et qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin dans des trajectoires et dans des dynamiques du sujet. Le temps de la science, c'est quelque chose qu'on nous dit, oui, mais vous avez besoin de temps pour faire de la science, alors que nous, on est dans le temps de l'action. Ça, pour moi, c'est un faux problème, ou plutôt un vrai faux problème. C'est-à-dire que ramener la science à du temps long et la politique à du temps court, ça peut être discutable et discuté. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Ah oui, la question du désengagement, puisqu'on ne parle plus de déradicalisation maintenant, on parle de désengagement. Sans doute que si je donne un texte écrit de ces choses-là, le titre, ça sera quelque chose comme « Le sujet n'a pas de touche CTRL-Z ». C'est-à-dire que très souvent, on est dans des discours du CTRL-Z. Il s'est mal orienté, CTRL-Z, vous savez, hein, on annule la dernière opération. Ou la marche arrière, ou la mise en quarantaine, etc. Je crois qu'il faut dépasser ces discours-là, qui sont des discours dominants, et voir que l'engagement, ce n'est pas un processus top-down, hein, ce n'est pas quelque chose qui vient du haut, c'est quelque chose qui se construit d'en bas, c'est le sujet qui construit son engagement. Et donc, il faut... Ça, c'est Anne Speckhard, c'est une auteure que j'aime beaucoup, américaine, qui a rencontré 400 djihadistes, suicide bombers, etc. Et un peu par hasard, c'est une psychiatre, mais mariée à un diplomate, et donc elle s'est beaucoup promenée. Et elle a créé un gros bouquin, elle a mis en place un dispositif hein, dans des camps, elle est allée de l'Europe au Moyen-Orient, voir des djihadistes. Donc j'arrive au bout de mon temps. Simplement peut-être les apports. Les apports, c'est-à-dire comment on travaille à Toulouse dans notre plateforme Radicalité et Régulation. On travaille sur, premièrement, l'interdisciplinarité.
Je vous dis, on est 3 à animer cette plateforme, un sociologue, un psychologue et moi qui suis ancien psychologue social passé dans les sciences de la communication. Mais on a tout un tas d'autres disciplines et on part... Pardon, il me dit que c'est fini. Vous voyez, il est encore plus... Il est encore plus sévère que... Et donc, une véritable interdisciplinarité, c'est-à-dire pas quelque chose qui se pose des questions, est-ce qu'on est dans le constructivisme ou dans le positivisme, pas un groupe qui se pose la question, est-ce qu'il faut dire radicalisation ou radicalité, mais un groupe qui essaie de dire quel est le problème. Deuxième point, le problème, on va le chercher chez les acteurs sociaux, les acteurs de la sécurité publique, du renseignement militaire, des comités locaux de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et là, on fait remonter les questions et on dit on va essayer de construire avec vous ces choses-là. Et troisième chose, transfert de compétences. Toutes les techniques, tous les outils, depuis les outils cliniques jusqu'aux outils un peu techniques que j'ai, en passant par la sociologie traditionnelle, voire les juristes, les informaticiens, etc., on essaie de les mettre au service de la réponse à la demande. Et lorsqu'on répond à une demande, on co-construit un corpus qui est un peu plus applicable, plus appliqué, mais avec les acteurs de terrain. Je vous remercie.